le héron. Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où, le héron au long bec, emmanché d'un long. Il côtoyait une rivière, l'onde était transparente, ainsi qu'au plus beau jour. Macomère la carpe lui faisait 1000 tours avec le brochet, son compère. Tout s'approchait du bord. L'oiseau n'avait qu'à prendre. Mais il crut mieux faire d'attendre qu'il eût un peu plus d'appétit. Il vivait de régime et mangeait à ses heures. Après quelques moments, l'appétit vint. L'oiseau, s'approchant du bord, vit sur l'eau des tanches qui sortaient du fond de ses demeures. Le mets ne lui plut pas. Il s'attendait à mieux et montrait un goût dédaigneux, comme le rat du bon Horace. « Moi, des tanches !» dit-il. « Moi, héros, que je fasse une si pauvre chair, pour qui me prend-on » La tanche rebutée, il trouva du goujon. Du goujon? C'est bien là le dîner d'un héros. J'ouvrirai pour si peu le bec. Dieu ne plaise. Il ouvrit pour bien moins. Tout alla de façon qu'il ne vit plus aucun poisson. La faim le prit. Il fut tout heureux et tout aise de rencontrer un limaçon. Ne soyons pas si difficiles. Les plus accommodants, ce sont les plus habiles. On hasarde de perdre en voulant trop gagner. Gardez-vous de rien dédaigner, surtout quand vous avez à peu près votre compte. Bien des gens y sont pris. Bon, ce n'est pas au héron que je parle, écoutez humain. Un autre conte, vous verrez que chez vous, j'ai puisé ces leçons. Le loup et le chien. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier. Sire Loup lui fait volontiers. Mais le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi grave que moi. Quittez les bois. Vous ferez bien. Vos pareils, ils sont misérables, cancres. Air et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi, point de franche-lipée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Mais que me faudra-t-il faire? Presque rien, dit le chien. Donner la chasse aux gens, portant bâtons et mendiants, flatter ceux du logis à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons. Os de poulet, os de pigeon, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le coup du chien pelé. Qu'est-ce cela? Rien. Quoi, rien. Bon. Peu de choses. Mais encore, le collier dont celui d'attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause. Attaché, vous ne courez donc pas où vous voulez? Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte, et ne vaudrait pas même à ce prix un trésor. Cela dit, maître loup s'enfuit, et court encore.
le rat des villes et le rat des champs. Autrefois, le rat des villes invita le rat des champs, d'une façon fort civile, à des reliefs d'ortolans. Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouva mis. Je laisse à penser la vie que firent nos deux amis. Rien ne manquait au festin. Mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Le bruit cesse. On se retire. Rase en campagne aussitôt, et le citadin de dire « Achevons tout notre rôle. » « C'est assez, dit le rustique. De même, vous viendrez chimouer. Ce n'est pas que je me pique de tous vos festins de oui, mais rien ne vient m'interrompre. Adieu donc, fille, du plaisir que la crainte peut corrompre. La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais. Ne vous déplaise. Vous chantiez? Oh, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant du nom de Pur. Un loup survint à Jeun, qui cherchait aventure, et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vins désaltérant dans le courant, plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Je la trouble, reprit cette bête cruelle. Et je sais que de moi tu médis l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né? Je tête ma mère. Et ce n'est donc toi, c'est donc ton frère? Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit. Il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et le mange, sans autre forme de procès. Roi, une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille, et qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur, sachez, dites-moi, n'y suis-je point encore? Nenni, mais voilà donc, vous n'approchez point. » La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, tout petit prince a des ambassadeurs, et tout marquis veut avoir des pages.
le chat, la belette et le petit lapin. Du palais d'un jeune lapin, dame Belette, un beau matin, s'empara. C'est une rusée, le maître étant absent. Ce lui fut chose aisée. Elle porta chez lui ses pénates. Un jour qu'il était allé faire à l'aurore sa cour, parmi le thym et la rosée. Après qu'il eut brouté, trotté, le lapin retourne au souterrain séjour. La belette avait mis le nez à la fenêtre. Dieux hospitaliers, que vois-je ici paraître? Voilà, madame la belette, que l'on déloge sans trompette, où je vais avertir tous les rats du pays. La dame, au nez pointu, répondit que la terre était au premier occupant. Oh, c'était un beau sujet de guerre qu'un logis où lui-même il n'entrait qu'en rampant. Oh, et quand ce serait un royaume, dit-elle, je voudrais bien savoir quelle loi. On a toujours fait l'octroi à Jean, fils ou neveu de Guillaume, plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi. Jean Lapin allégua la coutume et l'usage. Ce sont leurs lois, dit-il, qui montent ce logis rendu maître et seigneur, et qui de père en fils, et de Pierre à Simon, notamment Jean, transmis. La loi du premier occupant, est-ce une loi plus sage? Or bien, j'en criais davantage. Rapportons-nous, dit-elle, à Ramina Grobis. C'était un chat, vivant comme un dévot ermite. Un chat faisant la chatte-mythe, un saint homme de chat, bien fourré, gros et gras, arbitre expert sur tous les cas. Jean Lapin pour juge l'agré. Les voilà tous deux arrivés devant sa majesté fourrée. Grippe-Minot leur dit mes enfants, approchez. Je suis sourd, c'est à cause de l'âge, approchez, le craignant nul chose. Aussitôt qu'apporté, il vit les deux contestants. Grippe-Minot, le bon apôtre, jetant des deux côtés les griffes en même temps, mit les plaideurs d'accord en coquant l'un et l'autre. Ceci ressemble fort au discours qu'ont parfois les petits souverains se rapportant au roi. Et pour achever mon petit spectacle, je vais vous donner quelques paroles de l'auteur, M. Jean de La Fontaine. Tout parle dans mes livres, et même les poissons. Ce qu'ils disent s'adresse à tout ce que nous sommes. Je n'ai jamais hanté que l'ombrage des bois, flore et zéphyr, leurs nobles haleines, le vert tapis des prés et l'argent des fontaines. Ainsi parla M. Jean de La Fontaine, et je tiens à vous remercier, messieurs, dames, de votre patience et d'être là ce soir, aujourd'hui. Voilà. On va vouloir faire une vidéo quand même.